Comment repousser les limites de la physique? De préférence avec deux hémisphères d'une des architectures biologiques les plus complexes qui soient, un cerveau. Mais un seul cerveau, aussi évolué soit-il, est devenu rarement suffisant dans une discipline dont les limites sont sans cesse repoussées depuis plusieurs millénaires. C'est pourquoi la science est devenue en quelques siècles une véritable œuvre collective avec d'un côté un énorme travail théorique et de l'autre un non moins gigantesque chantier expérimental. Alors comment une expérience peut-elle faire progresser la science? Pour répondre entre autres à cette question, j'ai eu l'opportunité de visiter le Centre de physique des particules de Marseille, dont une des missions est d'améliorer le détecteur géant Atlas dans le plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC. J'ai pu y réaliser pour la chaîne Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur une interview dont j'ai mis le lien en description de 5 scientifiques et ingénieurs qui participent de l'intérieur à cette aventure, aux frontières de la physique. En physique, ce n'est pas tout d'avoir des idées ou de construire des théories, il faut pouvoir les tester dans des expériences qui ont une sérieuse tendance à se complexifier au fur et à mesure du progrès scientifique. Mais au fait, comment ce progrès s'est-il construit? Par une méthode qu'on pourrait décrire en 4 étapes. On commence généralement par observer le monde afin d'émettre des hypothèses sur son fonctionnement. Ensuite, on déduit les conséquences de ces hypothèses, puis on confronte ces prédictions à la réalité grâce à des expériences. Enfin, on interprète leurs résultats, concluants ou non. Finalement, ça n'a pas l'air bien compliqué. Sauf que notre capacité à s'immiscer toujours plus loin au cœur du tissu de la réalité rend non seulement l'écriture de nouvelles théories de plus en plus difficile, mais aussi transforme leur confirmation expérimentale en véritable défi technique. Cette définition de la méthode scientifique pourrait donner l'impression que chaque hypothèse ou théorie en construction serait d'abord écrite puis envoyée à un hypothétique laboratoire des expérimentations qui renverrait quelques jours plus tard son résultat par SMS. Et ainsi de suite pour l'ensemble des théories jamais construites ou ne serait-ce que balbutiées. Mais dans certains domaines de la physique, comme la physique des particules, la réalité est plus compliquée. L'exemple du grand collisionneur de Hadron, le LHC, et ses deux détecteurs Atlas et CMS est saisissant. Il ne fallait pas moins que cet énorme anneau de vitesse et ses deux mastodontes pour découvrir le boson de Higgs en 2012. Une particule que l'on cherchait depuis 50 ans qui montre l'existence d'un champ qui remplit l'intégralité de notre univers et sans lequel les particules élémentaires auraient une masse nulle. Pas de boson, pas de champ, pas de masse, pas de masse. Pour les particules élémentaires, comme les quarks, qui contre-intuitivement ne représentent qu'1% de la masse totale des protons ou neutrons. Le reste trouve une toute autre origine dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai dans la prochaine vidéo longue qui arrive prochainement. Atlas et CMS sont sans doute les machines les plus technologiquement abouties jamais construites par l'homme. Plusieurs milliers de personnes travaillent depuis des décennies sur ces expériences hors normes. Aussi robuste pouvait sembler la théorie soutenant l'existence du boson de Higgs, imaginée en 1964, ces expériences étaient nécessaires à sa confirmation et c'est donc seulement en 2013 que le prix Nobel a été attribué aux théoriciens Engler et Higgs. Conseil d'ami, si vous souhaitez obtenir le prix Nobel de physique, assurez-vous d'au moins 3 choses. Que votre théorie soit proche de l'exceptionnel, mais surtout qu'elle soit facilement testable expérimentalement, et d'avoir la chance d'être choisi. Le boson de Higgs n'est pas le seul à s'être fait attendre. Un autre exemple frappant est celui des ondes gravitationnelles, qui sont des oscillations de l'espace-temps prédites en 1916 par Albert Einstein dans le cadre de sa théorie de la relativité générale. N'importe quel objet massif est censé en générer, mais il a fallu attendre 99 ans, le travail de 900 personnes, les 2 doubles bras de 4 km du détecteur LIGO et accessoirement la fusion de 2 trous noirs situés à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre pour les observer directement en 2015, ce qui a valu un prix Nobel à l'expérimentation. Cette courbe montre la progression de l'écart en années entre un postulat théorique ou une découverte expérimentale et l'attribution du prix Nobel. On voit que la tendance est sérieusement à la hausse, et ça pour tout un tas de raisons, décrites dans l'article en description. Le nombre de scientifiques augmente, c'est vrai, alors qu'il n'y a que 3 récompenses par an. Mais aussi, les découvertes révolutionnaires sont de plus en plus difficiles à obtenir et nécessitent un réel recul sur leur validation expérimentale, lorsqu'elle est possible. Mais revenons aux particules élémentaires, dont on connaît aujourd'hui 17 sortes, et classons-les par année de découverte. Que constate-t-on? Les particules les plus massives ont été découvertes en dernier. Bon, on n'y va pas grand-chose, hein. Enlevons le photon et le gluon de masse nulle, et les neutrinos de masse infinitésimale, et mettons une échelle logarithmique. Autrement dit, entre chaque graduation, la masse est multipliée par 10. On remarque que le quark top a une masse 340 000 fois supérieure à celle de l'électron découvert en 1897. Pourquoi, sauf quelques exceptions, a-t-on découvert les particules dans l'ordre croissant de masse? Première raison très importante, il y a malgré les apparences une certaine part de hasard, donc attention aux interprétations hasardeuses. Mais pas que. Il faut diviser ce graphique en 2 grandes phases qui se superposent. Après l'électron, la phase 1 a constitué à se rendre au cœur de la matière en la bombardant et en ricochant avec toujours plus d'énergie pour découvrir le noyau,
puis les protons et neutrons et enfin les quarks qui les constituent. Ces bombardements nous ont fait découvrir que la matière, aussi diversifiée soit-elle, est constituée d'électrons et de deux types de quarks, et que les éléments radioactifs émettent des neutrinos. La phase 2 semble similaire, il s'agit toujours de collisions à une gigantesque différence près. Cette fois, le but est de faire émerger des particules grâce à la formule E égale mc². Plus l'énergie de la collision est importante, plus on est capable de faire émerger des particules massives, qui n'étaient pas là avant collision, car l'énergie et la masse sont les deux faces d'une même pièce. Les dernières particules découvertes ne sont pas stables. Elles n'existent aujourd'hui que sous forme de fluctuations fugaces. Les faire émerger du vide est une sorte de résurrection 13,8 milliards d'années après leur disparition, une fraction de seconde après le Big Bang. Si l'on regarde le graphique d'évolution des accélérateurs de particules, on constate que l'énergie de collision a été multipliée par 100 millions en 90 ans, pour culminer aux 14 téraelectronvolts du LHC, obtenu par des collisions entre protons à 99,999991% de la vitesse de la lumière. Atlas doit donc être en mesure d'encaisser le produit de ces collisions, qui lui aussi tutoie la vitesse de la lumière, et produit d'intenses radiations qui vont mettre le matériel à rude épreuve. C'est grâce à l'énergie de ces collisions que la physique a pu repousser ses propres frontières. Mais il y a un truc qui cloche dans mon graphique. Le muon a été découvert étrangement tôt, sans accélérateur de particules d'origine humaine en tout cas. Il a été découvert en observant les rayons cosmiques qui nous proviennent de l'espace. Ces rayons sont les messagers de lointains cataclysmes capables d'accélérer les particules à des énergies inatteignables par une expérience humaine. Et là vous allez me dire, si l'espace est si performant, pourquoi ne pas avoir continué à l'utiliser à la place des accélérateurs ? En fait, on a continué à l'utiliser, notamment avec cet observatoire Hawke situé au Mexique à 4000 mètres d'altitude et ses 300 réservoirs d'eau pure. Même chose pour les neutrinos qui sont tout sauf rares. Chaque seconde, sur chaque centimètre carré, 65 milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent la Terre de part en part, car ils n'interagissent que très rarement avec la matière. Une des expériences malgré tout capables de les détecter est le Super Kamiokande, situé au Japon à 1000 mètres sous terre. 11 000 détecteurs sont répartis dans 50 000 tonnes d'eau pure. Le CPPM, quant à lui, participe à l'expérience KM3net Orca, où cette fois le réservoir est la mer Méditerranée, avec plus de 2000 sphères situées à 2500 mètres de profondeur au large de Toulon. Dans les deux cas, la relative rareté des événements est compensée par un énorme volume de détection. C'est comme jouer à la loterie en achetant tous les tickets. Mais il y a une autre technique employée par le LHC pour faire progresser la physique. Afin d'observer des événements toujours plus rares, la technique consiste à provoquer soi-même des milliers de milliards de tirages ou de collisions. Car une des caractéristiques les plus importantes d'un accélérateur est sa luminosité. Autrement dit, son nombre de collisions susceptibles de se produire par centimètre carré par seconde. Et dans ce domaine, le LHC surclasse ses homologues avec de l'ordre de 600 millions de collisions par seconde. Pendant l'année 2012, le LHC avait cumulé 2 fois plus de données que son homologue le Tevatron américain en 10 ans. Et il était loin d'être à son plein potentiel. Une des nombreuses tâches du CPPM consiste donc à concevoir, construire et mettre en œuvre une partie du géant Atlas qui doit prendre en charge ce foisonnement inédit de données. Mais cette débauche d'énergie et de luminosité n'est pas suffisante. Aussi perfectionné soit-il, Atlas, au même titre que CMS, a atteint certaines de ses limites. C'est pourquoi le CPPM et son équipe Atlas de 50 personnes a pour mission d'améliorer son détecteur interne, chargé de mesurer les trajectoires de particules après collision. Mais comment améliorer le plus complexe des détecteurs du monde? Comme me l'a expliqué Eric Vijolas, le détecteur idéal est un détecteur sans matière, pour ne pas altérer les trajectoires des particules qui émergent des collisions. Petit problème, il faut de la matière pour interagir avec ces particules. C'est pourquoi le détecteur interne utilise de très fines couches de silicium. Mais ces capteurs ne sont pas en lévitation, ils ont besoin d'un support qui lui aussi doit être le plus transparent possible aux particules en utilisant un matériau très léger, donc situé vers le haut du tableau de Mendeleïev. On oublie l'hydrogène et l'hélium et on trouve le carbone, qui est un excellent candidat. Mais là encore, ce n'est pas suffisant, il faut aussi réduire au maximum la quantité de carbone. C'est pourquoi le CPPM participe à la mise au point de ce genre de structure, qui rappelle une flèche de grue qui a le même but, être très solide avec un minimum de matière. Aussi, n'oublions pas l'électronique embarquée qui doit être discrète et surtout les câbles, qu'ils soient d'alimentation ou de données, les 50 000 câbles dont 25 000 fibres optiques mis bout à bout mesurent 3000 km et doivent donc eux aussi être astucieusement organisés pour ne pas gêner les mesures. En améliorant Atlas, CMS et le LHC, cette fois, l'expérience pourrait inspirer la théorie par de nouvelles mesures toujours plus précises. Et oui, pourquoi avoir des mesures toujours plus précises? Certainement pas pour le plaisir d'ajouter des chiffres derrière la virgule. Parce qu'en comparant la mesure à la prédiction théorique, si chaque nouveau chiffre identique vient confirmer sa robustesse, le premier chiffre différent pourrait être, si l'on est en dehors des incertitudes de mesure et après vérification, une piste pour compléter la théorie. Car si l'origine de la masse a été confirmée, de nombreuses questions restent à résoudre.
Le boson de Higgs n'a pas encore livré tous ses mystères, la matière noire et l'énergie noire restent des énigmes qui nous résistent, et j'en passe. Et ça tombe bien puisque j'ai pu en discuter avec une partie de celles et ceux qui participent activement à leur résolution. La nature nous réserve sans doute de nombreuses surprises, et on peut compter sur ces équipes de passionnés pour effectuer de nouveaux pas de géant vers sa compréhension.